Voilà, bonjour Marie. Bonjour, Pascal. Bonjour. J'avais vraiment envie en fait de te rencontrer, j'ai envie de dire en live parce qu'on échange depuis déjà un petit temps sur Facebook et que pour tout dire, tu es une personne que j'apprécie énormément et que j'ai appris à connaître tout au départ à partir d'un de tes livres qui est écrit dans un jardin et pour lequel à l'époque j'avais écrit une chronique pour Goliath, une chronique que j'ai repris d'ailleurs pour l'occasion, puisqu'elle remonte déjà à mai 2018, mais sur une thématique dont on va parler, puisqu'elle est toujours d'actualité et que tu l'as évidemment vécu de près. Alors, je me souviens, j'avais intitulé cette chronique Une vie, un livre, un cri pour renaître. Et je terminais cette chronique de cette manière. Si un livre doit être une hache qui brise la glace en nous, c'est une phrase de Kafka, les mots tirés des entrailles de Mursky sont de ceux-là. Ils vous arrachent des larmes de compassion, rejoignent vos propres blessures cachées. Que dire de plus? J'ai aimé son histoire, j'ai aimé l'extrême humanité de cette femme, j'ai aimé cette femme. Et donc, tu me donnes l'occasion, en Je me fait, souviens. Marie, de te rencontrer et de donner l'occasion aussi aux personnes qui vivent des choses similaires, qui ont vécu des choses similaires, d'être rejointes par ta propre histoire. Tu peux un peu nous expliquer justement quelle est cette histoire dont tu parles dans ce livre? C'est une histoire donc assez douloureuse qui a duré longtemps, trop longtemps. J'ai été enfermée dans une violence conjugale qui a duré 14 ans, alors que j'étais à l'époque sage-femme, donc en activité, écrivaine. J'avais commencé à écrire, j'étais même dans une grande mouvance d'écriture à l'époque, puisque j'étais passée dans l'émission Apostrophe qui m'avait donné un petit coup de pouce. Et j'étais rédactrice d'une revue littéraire et tout s'est arrêté quand j'ai rencontré cet homme. Voilà. J'ai cessé de travailler très vite sous sa pression. Et ensuite, nous étions à Paris. Ensuite, il m'a emmenée dans sa maison, une maison en Normandie, isolée. Je ne peux pas dire que je n'ai rien vu, mais j'étais éblouie par cet homme. C'est très important. Mm. J'avais une très grosse admiration pour lui. Je le trouvais superbement intelligent. C'était un violoniste, un scientifique de renom. Et cette admiration a duré longtemps. Je me demandais même souvent ce qu'il pouvait me trouver, tellement je me sentais inférieure tout le temps. Évidemment, il entretenait cette infériorité, mais de façon très subtile au début. Voilà, et puis il y avait toujours des périodes d'accalmie pendant lesquelles il était extrêmement respectueux, gentil, et aussi devant les autres, il a toujours été extrêmement non seulement respectueux, mais il me portait au nu devant Mm. les autres. Hein, il disait combien j'étais belle, intelligente, intellectuelle. Enfin, il insistait sur toute, même quelquefois beaucoup trop. Euh, et moi, ça me valorisait aux yeux des autres, chose dont j'avais absolument besoin. Alors, il y a une autre chose aussi dans mon histoire, mais dont je peux parler maintenant et que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser, en fait, c'est l'enfance. C'est par rapport à l'enfance que j'ai eue. J'ai été rejetée par ma mère, mais vraiment, hein, plus que rejetée, j'ai subi de la torture, hein, littéralement, par ma mère qui ne me voulait pas. Je suis née sous X et elle m'a reprise. Voilà, pour de toutes mes années d'enfance passées avec elle, évidemment, sous son pouvoir, euh, toutes ces années n'ont été que de la dévalorisation. C'est-à-dire, j'étais rien, elle voulait me mettre dans une poubelle à la naissance, elle aurait dû. Enfin voilà.
Et si bien que je me suis construite certainement avec cette idée que je ne valais pas grand-chose. J'essayais de valoir quelque chose par l'écriture notamment. Mais au fond de moi-même, je pensais, surtout quand je l'ai rencontré à cette époque-là, hein, j'avais 40 ans, j'étais en instance de divorce, donc certainement fragile à cette époque quand je l'ai rencontré. Et avec cette enfance derrière moi, ça lui a été extrêmement facile de rentrer, de s'engouffrer dans ces failles que j'avais. Quand il a commencé à me dévaloriser, jamais en public, hein, jamais en public, toujours en privé, c'était vraiment mon amour devant les autres et saloperie à la maison. Voilà, en gros, c'était ça. Et eh bien, si vous voulez, je me comportais un peu comme je me comportais enfant, c'est-à-dire que je pensais que si on me rejetait, si on me battait, si on m'enfermait dans des placards sans me donner à manger, c'est que je le méritais. Et avec lui, ça s'est reproduit, en fait. Alors, beaucoup moins, bon, évidemment, parce que comme j'étais adulte, je réfléchissais quand même, mais je sais que au fond de moi-même, je le sais maintenant, à des tas de petits détails qui me sont revenus depuis, je sais très bien qu'au fond de moi-même, c'est ce que je ressentais. Donc, il ça. a eu beau jeu, je lui ai donné des facilités inimaginables. Et ça, tu as vraiment l'impression qu'il a repéré directement tes failles Oui, pour s'y engouffrer, en fait. oui, oui, oui. C'est le genre de personne qui j'ai envie de dire, extrêmement clair directement sur la possibilité de finalement jeter son emprise sur Hum, quelqu'un. hum. Tu n'étais, Absolument. tu n'étais sans doute pas la première non plus sur laquelle il jetait son Ah non, dévolu. non, non. Ça compte aussi, en fait. Je suis la cinquième Ah oui. et il recherchait quelqu'un comme moi, hein. Il avait contacté, je l'ai su 15 ans plus tard par mon éditeur de poésie, il avait contacté 3 autres femmes poètes dans un but de Hmm. rencontre. Ah d'accord. Voilà. Donc un choix très Il voyait ciblé. oui, il voyait dans la poésie les failles. Il a vu les Hmm. failles dans la poésie, puisque effectivement, par la poésie, c'est vraiment une part inconsciente, hein, aussi qui apparaît. Il a vu les failles de ces femmes. Et, et quand il m'a rencontrée, ça a été immédiat pour lui que j'étais la bonne personne. D'abord, j'étais libre, j'étais en situation de fragilité puisque j'étais en instance de divorce. Et il a senti immédiatement combien c'était facile avec moi et que ça allait durer longtemps. Hmm. Parce que nous ne sommes sur les 5 que 2 à avoir duré. Et sa troisième épouse, tout comme moi, a eu une enfance catastrophique. Voilà. Les 3 autres, ça a duré 3 ans. Hmm. C'est-à-dire que je pense que, enfin, mon histoire est quand même assez représentative de ce genre de personnes. Enfin, c'est prédateur, hein, littéralement. C'est-à-dire que toutes les femmes peuvent se faire prendre par quelqu'un comme ça. Mais quand on est construit dans sa tête assez, enfin, normalement, voilà, on a passé, même si on a eu des problèmes dans son enfance, on a quand même été construite avec euh, de l'amour, disons, et puis de la reconnaissance. Eh bien, et puis aussi la famille. Elles avaient de la famille autour d'elles qui ont vu Hmm. et elles-mêmes ont pu voir. Donc, ça a duré 3 ans. Moi, je n'avais pas de famille, évidemment, et sa troisième épouse non plus. Hmm. Euh, et donc, sa troisième épouse, ça a duré 11 ans et moi 14. Les autres, 3 ans. C'est assez représentatif, hein. Et toujours, il a toujours cherché des femmes qui pouvaient lui apporter quelque chose. C'est-à-dire, tant qu'il a fait des études, il a fait des études très longues, scientifiques, quand il a fait des études, quand il faisait des études, il a toujours choisi des femmes qui faisaient également des études et de plus en plus haut. Hein, voilà, quand il était aux États-Unis, il a eu la chaire d'Einstein aux États-Unis, il a épousé des femmes, voilà, qui étaient, voilà, à son niveau. Quand il a décidé de créer des entreprises, eh bien, il a épousé une chef d'entreprise. Et moi, j'arrive dans sa période intellectuelle parce que il avait tout.
Il avait la musique, puisque c'est un excellent violoniste. Il avait la science, il avait l'intellect. Hein. Il lui manquait la nature, donc les jardins, et la littérature. Donc, il a écrit à 3 autres femmes poètes dans un but de rencontre. Il cherchait quelqu'un comme moi. Ce sont, le mot est peut-être difficile, mais ce sont des vampires. Et moi, je me sentais, je rencontre énormément de femmes hein, qui me parlent et celles qui ont rencontré ce genre d'individus le disent. Hein. On se sent vide, on se sent vidé. J'étais vidée de ma substance. Tu es complètement dépendante, quoi. Oui. Tu es totalement dépendante affectivement de cette personne. Et... Affectivement, ouais, c'est très difficile à expliquer, mais il avait besoin. D'ailleurs, après moi, il a écrit 4 livres. Voilà. Tu l'as inspiré. Oui, c'est factuel. Et ce qui est impressionnant, Marie, de la part de quelqu'un d'extérieur qui n'a pas vécu ça, c'est évidemment d'essayer de comprendre la manière dont les choses se mettent en place, j'ai envie de dire, dans ta tête, parce que ça paraît fou évidemment de se dire qu'on a été à ce point aveuglé pour passer 14 ans de sa vie avec quelqu'un qui ne te correspondait absolument pas. On les appelle des pervers narcissiques, mais je ne pense pas que tu sois spécialement d'accord avec ce terme-là, c'est un peu redondant. Tu les appellerais comment, en fait, ces personnes? Moi, j'appellerais pervers tout court, parce que tous les pervers sont narcissiques, de toute façon. Donc, quand on dit pervers narcissique, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, la perversité, avec lui, ils ne sont pas très nombreux, hein, les pervers. Mais disons que c'est quelqu'un qui jouit de vous faire mal. Et lui jouissait de me faire mal. Ça, je l'ai vu. Et d'ailleurs, non seulement moi, mais certaines personnes de son entourage. C'était vraiment de la jouissance quand il se rendait compte qu'il vous atteignait vraiment au plus profond. Et ça, je ne l'ai pas rencontré ailleurs, en fait. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait à ce point jouir de vous faire mal. Ça, c'est la perversité. Par contre, ce sont des personnes aussi qui ne sont jamais en prison. C'est-à-dire qu'ils se préservent complètement. Et d'ailleurs, il avait peur de la justice et peur de la police. Hein, je l'ai souvent remarqué. Ce qui m'a sauvé la vie. Hein. Ça m'a sauvé la vie. Parce qu'à côté de ça, quand même, les femmes qui souffrent de violences conjugales, la plupart du temps, ce sont des manipulateurs violents. Ce ne sont pas des pervers. Moi, ça m'a sauvé la vie, le fait qu'il soit pervers. Parce que quand j'étais à terre et ses poings devant le nez, il réfléchissait. Il se dit, ben, je vais faire là, je la tue à coups de poing, mais après, surtout qu'il savait qu'à cette époque-là, j'avais écrit au maire du village que j'étais menacée de mort. Eh bien, il n'a pas frappé. Il n'a pas frappé. Non. Ça aurait été le mari de Jacqueline Sauvage, c'était fini. Le mari de Jacqueline Sauvage, c'est pas un pervers. C'est quelqu'un qui tapait, il cogne. C'est horrible, hein. D'ailleurs, les femmes meurent. Hein. Oui, les femmes meurent. C'est ce que tu expliques très dans ton livre. Ici, il n'y a pas de trace, quoi. En fait, tu meurs, mais c'est psychologique, c'est psychique, et extérieurement, voilà. en fait. En plus, ce qui était frappant dans ton livre, c'est que quelque part, tu étais censé aller bien, et quand tu allais mal, finalement, c'était lui qui était censé s'occuper de toi et qui était, en fait, aux yeux de tous, l'homme parfait qui s'occupait de sa femme dépressive. Ouais. Et les gens se rendaient pas compte. C'était le sauveur. Voilà, alors qu'en fait, c'était lui qui te plongeait dans la dépression, c'est lui en réalité qui est le sauveur. Donc, tu étais une doublement victime, si je puis dire. Et donc, c'est un cercle extrêmement vicieux. Oui. Oui, et puis on meurt. Alors, elle meurt par suicide. Il y a énormément de suicides. Les gendarmes avec qui j'ai parlé me le disent. Ils le savent souvent, mais impossible à prouver. Moi, à la fin, il m'aurait mis une corde au cou dans le grenier. Il m'aurait mis sur une chaise, il aurait enlevé. Ben, j'avais lâché prise. Hein. Je me suicidais. Hein. Ah oui, il préparait ça. Il préparait 2 choses. Mon suicide, ou il allait me tuer, m'enterrer quelque part et dire que j'étais partie.
Ça, il le préparait puisqu'il avait dit, alors que j'étais incapable de partir. Il le savait très bien. À la fin, je ne pouvais plus quitter mon jardin. C'était impensable que je parte. Mm. Et il disait aux gens qu'il rencontrait, il y avait aux ouvriers qui faisaient des travaux dans la maison, qu'il avait peur que je m'en aille, voilà, que j'étais tellement, je voyais plus personne, donc voilà. Ça, j'avais peur de ça. C'est pour ça que j'ai écrit une lettre au maire, hein, que j'avais peur qu'il m'enterre quelque part. C'est comme ça que ça aurait fini. C'est Ou ça. il m'aurait suicidé, Ouais. ou il m'aurait tué et enterré quelque part. Mais il fallait il pouvait pas, quand c'est arrivé, le fait au moment où il a voulu me tuer à coups de poing, il n'avait rien préparé. Il n'avait rien préparé. C'est pour ça, et à ce moment-là, la gendarmerie nous a séparés. Ça m'a sauvé la vie, en fait. Hein. Ouais. Mais ce qui m'interpelle aussi, c'est que, en fait, il te sépare absolument de tout. C'est-à-dire, il te sépare de ton travail d'écriture, il te Hein. sépare de ta vie sociale. Donc, il prépare effectivement ton anéantissement en t'isolant complètement. Et finalement, tu expliques très bien dans ton livre, ce qui te sauve et qui en même temps risque de te détruire, c'est ton jardin. Tu passes Oui. un temps considérable et Hein. là-dessus aussi, il s'est joué. Du coup, Hein. c'est un point sensible sur lequel Bien sûr. il peut Hein. jouer. Donc, tu peux un Hein. peu expliquer ça parce que c'est vrai que quand j'avais lu, je m'étais dit, mais ce jardin C'est prend une importance, c'est incroyable. Ce jardin, hein. c'est justement tout ce qui est beau pour Hein. toi en toi et en même temps, il pourrait Absolument. être à Ouais. l'origine de ta destruction. Hein. En fait, j'ai compris beaucoup de choses d'ailleurs depuis l'écriture du livre. Dans le livre, j'ai expliqué à quel point le jardin était mon amour total, quoi. Je ne savais pas à ce moment-là pourquoi. Parce que on me posait souvent la question, bon, d'accord, il était beau, etc. C'était mon œuvre. Ah oui, c'était mon œuvre. En fait, peu à peu, je dis à un moment dans le livre que je ne m'occupais plus de moi à la fin. Du moment que mon jardin était beau, ça me suffisait. En fait, j'étais en train de me fondre dans mon jardin, de me fondre littéralement dans mon jardin pour qu'il voie la beauté. C'était toujours par rapport à lui. Hmm. Moi, je n'avais plus d'importance. Donc, je me lavais même sans me regarder. Je ne me regardais plus. J'étais sans arrêt en haillons avec des bottes percées. Euh, Seule la beauté du jardin m'importait. Et ça, bien sûr, il l'a vu. Hmm. Donc, quand il a commencé à menacer de détruire le jardin, je savais que c'était moi qu'il allait détruire et que j'allais me tuer toute seule. Je pense que son projet était là et il menaçait à la fin de plus en plus ou de passer le jardin au broyeur ou au Roundup. Et là, effectivement, je me souviens de comme j'étais anéantie. Parce que en faisant ça, c'était moi qui le tuais, Hmm. puisque je m'étais substituée. Enfin, c'est fou ce qui s'était passé dans ma tête à force de manipulation ou de l'enfance aussi. On m'a dit une psychothérapeute d'art brut qui s'appelle Flore Pesanti a étudié rien qu'avec le livre et m'a dit que mon jardin c'était la chose maternelle perdue. Hmm. La Il y a matrice. aussi oui, de l'enfance. Et je ne pouvais pas supporter de le perdre une nouvelle fois. Donc là, je deviens littéralement folle à ce moment-là. Et si je n'avais pas été aidée par cette association, je me serais perdue, tuée, je ne sais pas. Je ne pouvais plus réfléchir calmement. Et d'ailleurs, ce jardin, il l'a détruit. Mais après que la gendarmerie nous ait séparés et que j'aille surtout au CIDFF et que je rencontre un psychologue, etc., un groupe de parole, où je souffrais énormément, hein, moralement, enfin, mentalement, de perdre mon jardin. C'est une souffrance que j'ai encore, hein, que j'ai encore. Hmm. Mais j'ai pu à ce moment-là résister parce que j'étais aidée. Hmm. Sans aide, je serais morte, c'est sûr. Et ce point de bascule, Marie, en fait, qui à un moment donné t'a fait prendre conscience, j'ai envie de dire, t'as percuté dans le sens où si tu restais
avec cet homme, tu allais vraiment y passer. Est-ce que c'est le moment où dans ton livre, tu expliques qu'il te dit relève-toi, c'était dans ta cuisine, je pense, et tu avais ton chien à côté de toi, et il te dit relève-toi ou bien je te tue. Je te Euh, tue. Oui. voilà, c'est ça. Oui. Donc là, les choses sont extrêmement, extrêmement claires. Là, on n'est plus dans le psychologique, dans le pas de trace. Il y a un réel risque de passage à l'acte. Est-ce que c'est Oui. ce passage à l'acte-là duquel finalement tu sors indemne? Ça, tu pourras l'expliquer. Est-ce que c'est ce passage à l'acte-là qui en fait est cet élément en fait suffisamment perturbateur en toi pour te dire il faut que je me sauve? Là, quand je me suis relevée, en fait, parce que je n'étais pas cassée, une chance, parce il m'a jeté sur les appareils ménagers. Heureusement, mon pied a accroché le panier des chiens et j'ai bifurqué un peu, je suis tombée contre la vaisselle, j'ai été assommée. Mais une fois par terre, je ne pouvais plus bouger. J'avais terriblement mal à la hanche et tout de suite, ce que j'ai pensé, c'est que j'étais brisée quoi, de la hanche. Et c'est ma chienne, et là, il s'est accroupi parce qu'il cherchait les balles du fusil. Et moi, je les avais cachées. Et donc, je ne voulais pas lui dire où elles étaient. Je les avais cachées dans une souche à la rivière, hein, là où j'avais caché mes carnets, etc. Et les balles du fusil étaient là parce que j'avais peur qu'il me tue de loin. Je me disais, je vais, au moins, s'il ne peut pas, il est obligé de m'approcher pour me tuer. Hein, j'en étais là, hein, là à cette époque. Mm. Et pour qu'il ne puisse pas me tuer de loin, j'avais caché les balles du fusil. Et donc, il les cherchait. Et là, c'est parce que je n'ai pas voulu lui dire où elles étaient qu'il m'a poursuivi et jeté sur les appareils ménagers. Quand j'ai été tombée, il s'est penché sur moi, il a commencé à donner des coups de poing à quelques centimètres de mon nez. Mais ça, il le faisait souvent. Mais là, j'ai vu dans ses yeux vraiment la haine, mais absolue. Je l'avais déjà vu, mais pour moi, c'est le mal absolu que j'écris depuis dans tous mes livres. Mm. Le mal absolu, mais il réfléchissait en même temps. Et il m'a dit à ce moment-là, j'ai pas besoin du fusil pour te tuer, je te tue avec ça. Et il m'a montré ses poings. Et là, c'est vrai que je me suis dit, et c'est ma chienne qui est arrivée à ce moment-là. Est-ce que je me disais, si un seul de ces poings me touche, il finira. Si je peux pas me relever, il appellera jamais une ambulance. Moi aussi, je réfléchissais. Hein. Mm. Et quand ma chienne est arrivée, je ne l'ai pas vue arriver, elle rampait, bergère allemande. Hein. La chienne, hein, pas lui, il y avait le couple, hein, c'est elle, c'est elle. Elle est arrivée en tremblant parce qu'elle le craignait, mais elle a un point, euh, en rampant et en tremblant. Et elle a mis son museau entre mon visage et les poings. Et là, il a eu comme un, voilà. Il aurait pu mettre les chiens dehors et me tuer. Mais il réfléchissait, il se dit, je la tue à coups de poing, puis après, je fais quoi? Je l'enterre quelque part, mais elle a déjà écrit une lettre au maire, elle a déjà contacté le CIDF. Donc voilà, il n'avait pas préparé ça. Mhm. Et il ira jamais en prison. Mais, donc il m'a dit, relève-toi ou je te tue, quand la Mhm. chienne a Mhm. mis son museau. Et là, je me suis dit, il faut que je me relève. Mais parce que j'étais pas cassée. Parce que si j'avais été cassée, je ne me serais pas relevée. Je serais morte, ça Mhm. c'est sûr. Il m'aurait enterrée quelque part et il aurait dit que j'étais partie. Il aurait peut-être été accusé, mais c'est sûr. Il Mhm. n'aurait jamais appelé une ambulance. Jamais, Mhm. jamais, jamais. Donc j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, et puis grâce à ma chienne aussi. Donc en fait, je me suis agrippée à elle, qui était grande quand même, et j'ai vu que je pouvais me relever, et je suis partie dans la petite pièce où j'étais enfermée tout le temps. Là, j'ai fermé à clé avec ma chienne. J'ai pris des antalgiques et un somnifère. Et, et Et les, et il n'est les pas jours après? revenu. Et les jours après, du coup, ça s'est géré comment ça? Le Qu'est-ce qui s'est lendemain, passé dans ta tête? alors j'ai dormi avec ma chienne. Il n'est pas revenu. Au CIDFF, la directrice du CIDFF m'a dit, mais mais j'aurais pu faire quoi? J'étais tellement blessée. Enfin, je suis partie avec ma chienne dans le couloir, courbée en deux sur elle. Hein, c'est elle qui m'a transportée. Hein. Et j'avais pas accès au téléphone. J'étais incapable de conduire. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et pas que Et ça, puis, l'argent non plus.
Ah bah rien, j'avais rien. Mm. J'avais même plus de nom. Mm. J'avais même plus de nom. Tous les papiers lui arrivaient. J'avais plus de sécu, j'avais plus rien. Tous les papiers arrivaient à son nom. Les factures d'électricité étaient à son nom. J'avais même plus de nom. Je me suis rendu compte de ça après. Et donc, en m'endormant, en prenant tout ça, je me suis dit, de toute façon, s'il veut me tuer, il me tuera. Je ne peux plus partir. Donc voilà, j'ai fermé à clé quand même. Puis le lendemain matin, ben, j'avais très très mal, mais j'ai réussi à aller à la gendarmerie. D'abord chez un médecin, sur le conseil du CIDFF que j'ai appelé. Quand je suis arrivée à Pont-l'Évêque, le seul endroit que je connaissais, c'était fou. Hein. Et donc, elle m'a dit, allez d'abord voir un médecin. Et heureusement, je n'ai pas vu le médecin parce que je ne voyais plus de médecin depuis 11 ans. Depuis 11 ans, je n'avais pas vu de médecin. Une fois, j'ai vu un médecin, en allant faire mes courses, j'attendais dans la salle d'attente. Et je suis sûre que ce médecin avait vu. Mm. Mais je connaissais que celui-là. Donc, j'y suis allée. Et alors là, une deuxième chance, c'est qu'il n'était pas là. Il avait une remplaçante qui m'a cru complètement et qui m'a donné 10 jours d'ITT. Avec 10 jours, il aurait dû être en garde à vue. Mais il n'a jamais été en garde à vue. Et après, je suis allée à la gendarmerie. Mais vous savez, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple de porter plainte. Je voulais faire une main courante, alors j'étais blessée, là. Je tenais plus debout dans le petit hall de la gendarmerie. Et puis quand même, ils m'ont poussée à porter plainte. Ils ont appelé une gendarme et ils m'ont poussée. Ils m'ont dit qu'une main courante, ça ne servait à rien. Ils m'ont poussée à porter plainte. Mais ça n'a pas donné grand-chose parce que quand ils l'ont convoqué, j'ai porté plainte. J'ai à peu près tout dit, sauf les viols. Je n'ai pas parlé des viols. Tu en parles dans Même ton dans mon livre, oui. blog. Ouais, j'en parle dans mon livre. Ouais. D'ailleurs, j'en parle, même dans mon blog, je n'en parle pas. Puisque écrit dans un jardin, j'ai d'abord écrit sur un blog pendant 5 ans. Oui, tout à On n'en fait. parle pas. Ouais. Mm. Mm. J'en sors en 2007 et le livre paraît en 2014. Donc, je parle des viols 7 ans après. Et là, je porte plainte et ils me disent, ne vous inquiétez pas, on va le convoquer. Voilà, ils m'ont cru, les gendarmes. Et moi, je leur ai dit à ce moment, alors je leur ai dit, mais vous savez, il n'avouera jamais. D'ailleurs, quand je suis partie le matin avec ma voiture courbée en deux, j'avais mis des coussins pour aller à Pont-l'Évêque voir un médecin, il m'a vu partir. Et il m'a dit de loin, je te préviens, tu es tombé. Et là, je savais que jamais il ne reviendrait dessus. Donc, je l'ai dit aux gendarmes, je leur ai dit, vous savez, il n'avouera pas. Mm. Il va dire que je suis tombée. Il n'y avait pas le visage. Il n'y avait pas le visage. J'avais rien au visage. Donc, je pouvais tomber, effectivement. Sa troisième épouse, elle est tombée dans les escaliers. Elle a eu une prothèse de hanche. Elle a tout perdu contre lui. Hein. Elle a tout perdu. Hein. Elle était tombée dans les escaliers et ensuite fuite, donc abandon de domicile conjugal. Oui. Donc, bon, il n'y avait pas d'escalier dans cette maison. Tout était de plein pied. Mais bon, voilà, j'étais. D'ailleurs, après, il demandera une reconstitution dans la cuisine pour dire que j'étais tombée. Enfin, soit, donc, les gendarmes me disent vous inquiétez. Moi, je lui dis il n'avouera jamais. Je leur dis il n'avouera jamais. Et les gendarmes me disent vous inquiétez pas, on va le mettre en garde à vue et là, il avouera. Et je leur ai dit vous ne le mettrez pas en garde à vue et il n'avouera pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Il est arrivé très bien en disant que j'étais folle. D'ailleurs, il y avait qu'à. En fait, pour dire ma folie, il a décrit la situation dans laquelle il m'avait mise pendant des années. C'est-à-dire, effectivement, je n'avais plus d'amis, je ne m'occupais plus de moi, je ressemblais à une SDF. Voilà, j'avais plus d'amis, j'avais plus rien, je n'écrivais plus, alors que j'étais folle, quoi. Oui, ils Il a sont aussi extrêmement fait valoir. intelligents. Il a aussi fait valoir les emplois qu'il avait créés dans ses entreprises, qu'on lui faisait perdre son temps avec une femme dont tout le monde pouvait lui dire qu'elle était devenue folle. Enfin bon, Non, parfait. voilà, Mm. parfait. Mais Tout le monde l'a. il y a une autre personne, en fait, je pense, me souvenir, qui a eu
une sorte d'élément déclencheur, excepté le médecin et la police. C'est une journaliste, je pense, comme tu n'as plus aucun contact avec l'extérieur, mais je crois me souvenir qu'à un moment donné, ton Oui, jardin, il y avait une journaliste qui était venue parce que voilà, il était magnifique et qu'elle voulait faire un reportage. Elle a c'est compté vrai. aussi pour toi, cette personne. Ah oui, en Mm. fait, il y a deux femmes qui m'ont sauvée. D'abord, Sylvie Biancourt, journaliste, qui avait vu mon jardin très... Elle avait vu mon jardin. Elle aimait les plantes et elle avait été subjuguée par mon jardin. Elle avait voulu faire un papier dans le journal local, mais ça n'avait pas fonctionné. Il voulait absolument aucun papier. Et quand il m'a interdit les visites, hein, puisque à un moment, il menaçait de détruire. En fait, mon jardin et moi, on était tous les deux menacés de mort. Hein. Et il a interdit les visites du jardin. Et à ce moment-là, je l'ai vu en cachette. Quand il était parti, elle venait un peu, on faisait des échanges de plantes, mais je ne lui disais rien. Ceci dit, elle ne comprenait absolument pas comment c'était possible, puisque c'était moi qui faisais le jardin. Pourquoi il m'interdisait? Enfin voilà, il y a quand même Mm. des choses qui l'interpellaient. Mm. Et un soir, enfin un soir, en fin d'après-midi, elle est arrivée à 18 heures et je, lui allait rentrer. Et là, je me suis mise dans une panique qu'il allait la voir. Journaliste, en plus, il avait attaqué le journal hein, par rapport à elle, parce qu'elle avait quand même fait un petit entrefilé sur le jardin. Donc, journaliste, et puis quelqu'un qui venait me voir. Quoi. Il ne voulait absolument... voilà, là, il Mm. était Mm. féroce par rapport à ça. Et elle ne partait pas. Et à ce moment-là, je me suis mise dans un état dément, certainement. Je me souviens plus bien. Et elle m'a dit qu'il fallait que j'aille au CIDFF. Mm. Elle m'a Ouais. dit qu'il y avait un endroit à Lisieux où je pourrais rencontrer des gens qui vont me... Et moi, je me dis, mais on ne me croira jamais, on ne me croira jamais. Il me disait sans arrêt. Et vous savez, il avait le doigt de Dieu comme ça. Il me disait, mais qui te croira? Qui te Mm. croira? Puisqu'à l'extérieur, tout était magnifique. Et donc, elle m'a indiqué le CIDFF. Elle a insisté hein, en me disant qu'elle reviendrait et qu'elle m'emmènerait si besoin. Et moi, j'avais tellement peur qu'il la voie que le lendemain matin, je suis allée au CIDFF. Et là, j'ai rencontré la deuxième bonne personne. Mm. Quand je l'ai rencontrée, donc la directrice du CIDFF, donc Centre d'information du droit des femmes et des familles de Lisieux, il y en a dans toutes les villes. Quand je l'ai rencontrée, on a eu un premier entretien qui a duré environ 1 heure. D'après ce qu'elle dit, parce que moi, j'ai plus de souvenirs, j'ai une sorte d'éblouissement de ce moment. Tout ce que je vois de ce moment, c'est quand je sors de l'entretien. Et là, je ne suis plus la même personne. Il y a des pans entiers de mon cerveau qui se sont relevés. Le temps d'un entretien. Elle me l'a décrit. Elle m'a dit, moi, en fait, je vois aussi chez les femmes que je rencontre, c'est que quand on est dedans, on ne comprend pas ce qu'on vit. Mm. On ne comprend pas ce qu'on vit. On est décervelé, on est manipulé, on est accusé de tout. J'étais accusée de tout, de tous ces mots. Et me donnaient des ordres contradictoires pour m'accuser tout le temps. Avec toutes ces choses d'enfance que j'ai, des accusations de ma mère, etc. Enfin, tout ça se mélange dans votre tête. Et d'un Mm. seul coup, vous avez une personne qui reprend tout ça et qui vous dit, mais attendez, vous êtes la victime de cet homme. Voilà, il est en train de vous détruire. Vous êtes dans une destruction organisée depuis des années. Et voilà, elle m'a expliqué tout ça. Et quand je suis sortie, je n'étais plus la même. Ceci dit, je ne suis pas partie tout de suite. Je suis restée encore plus d'1 an. Mais Ah là, oui. enfermée dans une petite pièce du fond. Voilà, enfin bon. Ça veut Pendant quand même, 1 an, je suis allée en cachette au CIDFF. Oui. ça veut quand même dire que l'emprise, elle est quand même Ah, extrêmement énorme. forte. Et Oui. comment tu expliquerais, si c'est possible de l'expliquer, mais comment tu expliquerais que tu as pris conscience et que finalement cette emprise, effectivement, elle a fini par ne plus exister pour toi, alors que pour d'autres femmes, en fait, cette situation, elle est, bien qu'infernale, je dirais, sur le long cours, et parfois les femmes se suicident ou sont Mm. effectivement Mm. suicidées, comme tu le disais. Donc,
comment, comment essayer d'expliquer cette situation où certains sortent de l'emprise et d'autres, malheureusement, ça fait penser évidemment au tuteur résilient, un petit peu comme un tuteur à une plante, mais Oui. euh, comment toi tu vois les choses? Sûrement la résilience, oui, je pense, parce que à partir du moment où je suis allée au CIDFF, j'ai commencé à réécrire. Alors Mm, j'ai écrit dans un jardin, bien sûr. mm, J'ai commencé à réécrire l'histoire. J'avais heureusement écrit des carnets à peu près tous les jours. Évidemment, dans mes carnets, comme je ne faisais plus que du jardin, il n'y avait que des plantes. J'ai commencé à écrire la violence à partir du moment où j'ai été au CIDFF, où je me suis rendu compte de la violence dans laquelle j'étais. Parce que ça paraît incroyable à dire, mais je ne comprenais pas ce que je vivais, en fait. J'essayais au jour le jour, et puis il n'y avait plus que mon jardin, saison après saison, le jardin. Et moi, j'étais déjà finie, quoi. C'est incroyable à dire, mm, mais c'est vrai. Et donc, j'ai repris mes carnets. D'abord, j'ai caché mes carnets parce que je me suis dit, il va détruire les carnets s'il voit la violence apparaître. mm, Donc, il y avait une grosse souche à la rivière. J'avais mis des plastiques dans cette souche et donc mes carnets, les balles du fusil, le chargeur du fusil. Et aussi un roman que j'avais en manuscrit, Les Orchidées volantes. J'avais qu'un manuscrit, j'avais caché aussi. Et donc, à partir du moment où je suis allée au CIDFF, j'ai écrit. Et l'écriture, effectivement, m'a permis de comprendre des choses. J'en comprends beaucoup plus maintenant qu'à cette époque, mais quand même, ça m'a permis de... Et comme je n'allais pas, j'ai écrit donc d'après mes carnets, parce qu'il n'y avait pas de violence écrite pendant 12 années dans mes carnets. Il n'y avait que des plantes, des plantations, et je faisais que ça, hein. Mais mm. quand j'ai relu mes carnets, je me souvenais très bien que quand j'avais planté tel magnolia, tel rosier, je me souvenais d'un seul coup de ce qui s'était passé à la maison. Mm. C'est donc j'ai pu écrire vraiment, et comme j'avais des carnets avec des dates, j'ai vraiment pu reprendre ça d'une manière chronologique avec la rencontre, etc. C'est ce qui mes carnets m'ont permis d'écrire dans un jardin. Sinon, j'aurais occulté beaucoup de choses. Ah D'ailleurs, oui. il y a énormément de choses dont je me souviens maintenant qui n'étaient pas dans mon carnet et dont je me souviens. Donc, moi, ça a été la résilience, oui. Ça a toujours été la résilience parce que la poésie, ça a été la résilience de ce que j'avais vécu dans l'enfance. Et après, j'ai continué. Voilà, c'est. Maintenant, les femmes que je rencontre, il y a aussi le fait que quand on arrive tellement près de mourir, c'est ce qui m'est arrivé quand même, parce que là, il était prêt à me tuer, il a essayé après avec des champignons, etc. Il a essayé de toutes les manières, sans qu'on puisse jamais l'accuser, parce que c'est ça la chose, hein. Mm. Si j'avais eu affaire simplement à un manipulateur violent, je serais morte, ça c'est sûr. Mais lui, il préparait ma destruction. Il Mm. la préparait lentement. Et j'ai pu me sauver grâce à ces femmes, grâce à de la chance, hein. J'ai été sauvée par une série de petits miracles, hein, c'est ce que Mm. je dis, mais c'est Mm. vrai. Les femmes que je rencontre, c'est souvent la même chose quand elles arrivent au bout du bout, vous savez, où Au euh, pied du mur. elles sentent qu'elles vont mourir vraiment. Mm. Et là, il y a quand même une espèce de sursaut. Il y a les Mm. enfants aussi. Moi, je n'avais pas d'enfants, hein, avec lui. J'avais que le jardin qui Mm. remplaçait un peu les enfants, Mm. en fait, mon attachement. Mais Parce qu'un jardin, on ne pouvait pas l'emmener. ce qui est dingue aussi, c'est que finalement, tout pervers qu'il est, ces femmes en fait ont une admiration aussi sans borne pour ce genre d'homme-là et finalement ont même de l'amour pour ce. Oui, Donc à un moment donné, il faut comprendre que cet amour en réalité il est complètement perverti, et oui, il faut s'en dégager, quoi, y avoir une oui, image qui soit réellement l'image que oui, n'importe qui de raisonnable ou de normal entre guillemets pourrait avoir par rapport à une personne de cet ordre-là en disant voilà oui, c'est un pervers, méfie-toi. Euh, oui. ça est déjà arrivé, Marie, en fait, que cet homme te fasse part à un moment donné de ses failles, de son enfance, qui t'aurait permis, toi, éventuellement, d'expliquer un peu pourquoi cet homme était ce qu'il était. Oui, oui, je connais des choses de son enfance, notamment sa mère. Moi, j'ai très peu connu ses parents parce qu'il m'a d'emblée éloigné de ses parents, disant que ses parents cassaient tous ses mariages. Voilà. Hmm, d'accord. Donc, j'ai rencontré sa mère 2 fois et j'ai vu quand même des choses un peu, pas incestueuses, mais incestuelles. C'est-à-dire qu'elle l'aimait, elle l'aimait d'amour
un peu plus que filiale. Et sa troisième épouse m'a raconté des choses aussi. Elle en avait vu beaucoup plus. Il y a ça, mais en fait, donc certainement une mère un peu castratrice. J'ai toujours pensé qu'il n'aimait pas les femmes. Pour des tas de petits détails, voilà, même intimes, tout ça. J'ai toujours pensé qu'il n'aimait pas vraiment les femmes. Il avait, et bon, à presque 50 ans, il appelait sa mère tous les jours. Oui, d'accord. Tous les jours. Il lui a écrit tous les jours pendant des années. Quand je l'ai connu, il téléphonait. Il y a quand même quelque chose, ceci dit, quand elle est décédée, il n'a pas eu, une larme, non seulement une larme, mais rien. Il était, voilà, Il est certainement barricadé. libéré. Ouais. Et en fait, mais moi je pense quand même qu'on ne peut pas, ce manque d'empathie immense pour tous, pour moi, mais pour tous les gens qui étaient autour de lui, alors qu'il était évidemment très gentil, très serviable, mais moi je le voyais bien en dehors de ça, tout ce qu'il racontait, cette haine qu'il avait pour ses secrétaires, alors surtout pour les femmes, hein, mais aussi pour certains hommes, hein, voilà. Comme il était devant eux, ou quand il était au téléphone avec eux, j'entendais bien, et ce qu'il me disait à moi, de haine qu'il avait pour tout ce monde, enfin vraiment, je pense que ça ne s'apprend pas. Je pense que certains hommes viennent vraiment au monde comme ça. Franchement, je ne vois pas. Alors après, ça peut être augmenté peut-être par l'enfance qu'ils ont, hein, augmenté. Vous savez, quand j'ai fait mes études de sage-femme, à l'époque, l'autisme n'était pas reconnu comme une maladie. L'autisme, les enfants autistes, on accusait les mères. On disait que les mères, moi j'ai appris ça, hein, et alors qu'on sait maintenant qu'un enfant autiste vient au monde autiste. Il ne vient pas autiste parce que sa mère lui a fait des choses, etc. Je pense que pour la perversité, c'est pareil. Ça, c'est mon avis, mais de l'avoir vu, ça ne peut pas s'apprendre. Ce manque d'empathie, enfin bon, tous les enfants qui ont des mères un peu castratrices ne deviennent pas comme ça, hein, voilà. Il y a la résilience aussi, le manque de résilience peut-être, je ne sais pas. Mais toi, tu dirais, Marie, en fait, qu'on sort, enfin, dans ton cas, tu sors de l'emprise quelque part grâce à la reformulation de ton vécu à travers les mots, à travers l'écriture. Oui, Essentiellement. Ah oui, essentiellement. Et alors, il Essentiellement. y a quelque chose aussi dans ton parcours qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est qu'à un moment donné, là, quelque part, ce sont d'autres personnes qui posent un regard sur ton histoire et tu nous diras, mais j'ai l'impression aussi que c'est extrêmement évocateur pour nous, mais pour toi aussi forcément, qui est vraiment au centre de la pièce, parce que c'est le théâtre, en fait. C'est la mise en théâtre, en fait, de ton livre dans un jardin. Moi, j'habite Bruxelles, donc je n'ai pas vu la pièce. Je sais qu'elle a été jouée quelques fois, mais j'ai par contre vu le teaser, et c'est vrai qu'on quand on voit ça en quelques minutes, on est dans ta tête en fait, et le fait de voir ça non pas seulement en mots, mais j'ai envie de dire en 3D, c'est extrêmement prenant. Tu as vécu comment toi cet accouchement de ton livre à travers le théâtre cette fois? La pièce est superbe, hein. C'est un metteur en scène, donc Joël Lefrançois, qui est vraiment, donc qui a découvert mon livre par l'intermédiaire d'une amie. Et il a eu envie tout de suite, mais bon, ça a été long. On a mis 5 ans en fait. Ça a été très long parce que il savait, en fait, il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas partie. Voilà. C'est un homme comme ça, brut, il fait plein de choses. Il était comédien aussi, mais comment t'es pas parti, quoi? T'étais dans un jardin, tu pouvais partir. Alors, bon. Et c'est avec le temps, d'abord aussi la comédienne Marie Mocor, qui a fini par comprendre quand j'ai aussi raconté mon enfance. Et là, il a compris. C'est-à-dire, il voulait savoir pourquoi, et là, il a compris. Donc, la pièce s'est montée comme ça petit à petit, avec mes mots au départ, et il pensait que ça allait être trop littéraire. Et c'est là aussi la comédienne Marie Mocor qui a dit à un moment donné, non, il faut prendre exactement ces mots. Et donc, c'est ce qui pour moi est vraiment extraordinaire, c'est que tous les mots dans cette pièce sont les miens, ceux qu'on retrouve dans le livre.
Après, j'ai écrit la pièce, donc, à partir de mon livre, sur 250 pages, j'ai d'abord fait euh, une cinquantaine de pages. Et là-dessus, ils ont pris 18 pages. Et là, je ne suis pas intervenue. Mais je n'aurais pas fait mieux. Ils ont vraiment pris vraiment La substance. la substantifique moelle. Voilà, exactement. Et ça s'est fait un peu en dehors de moi, les répétitions, etc. Quand j'ai commencé à voir sur vidéo ce il m'a montré sur vidéo, là j'ai été vraiment bousculée, hein, vraiment bousculée, parce que là j'ai revu, en plus c'était mes mots. Et on sent tellement l'emprise et puis on voit la destruction organisée d'une personne, quoi. Petit à petit, comme ça, l'enfermement, la dévalorisation, comment moi j'arrive, voilà, avec un métier sage-femme, une grande mouvance d'écriture, énormément d'amis partout, en médecine, dans la littérature. Et puis à la fin, je suis à terre et j'appelle au secours et personne ne me répond. C'est vraiment vraiment, d'avoir fait ça en 1 heure, c'est fabuleux. La musique aussi. La musique est très importante. Elle porte bien les Elle mots et porte. le Ouais, mouvement. ouais. Ouais, ouais, ouais. J'avais dit à Joël Lefrançois, dans le metteur en scène, j'avais dit, quand on s'était rencontrés, et d'ailleurs toujours, hein, les fugues de Bach, il y a comme ça des sons qui me, c'est la mémoire traumatique, hein, c'est à la limite, je vais me prostrer pratiquement quelques secondes en entendant ça. C'est les fugues de Bach, parce qu'il jouait du violon tous les jours et il commençait toujours par une fugue de Bach. Donc j'entendais ça tous les jours. Et comme il y avait une violence qui s'installait par rapport à la musique, la chaîne vidéo qui mettait à fond, il nous enfermait avec les chiens, etc. Ça, c'était la violence. Il se balançait sur sa chaise, etc. Et en fait, pour faire mal le plus possible psychologiquement, il fallait annoncer la violence. Et il l'annonçait comme ça. Et j'avais dit ça à Joël, donc il est parti avec la musique, c'est une musique originale, donc il est parti avec la musique, avec des fugues de Bach, et il a mis un instrument, ça y est, j'ai encore oublié le nom, un instrument qui vient de la terre, là, ça se termine en eau, le mot, je l'oublie tout le temps. Enfin, donc cet instrument qui est très grave, voilà, avec les fugues de Bach. Et quand j'ai entendu la musique, donc il me met la vidéo, puis il me dit, attends, je vais te mettre la musique, ça va sans doute être dur pour toi. Et ça a été dur pour moi. Parce qu'en plus, et là on ne le savait pas, très bizarre, il avait mélangé, alors c'est pas Joël, hein, c'est Olivier Soubeyran, la musique. Hein, la musique. Et Olivier Soubeyran avait mélangé les fugues de Bach, cet instrument-là très, très lourd, qui vient de la terre, là, et du Pierre-Henry. Pierre-Henry, c'est un compositeur contemporain. Et Pierre-Henry était le compositeur préféré de HB. J'en entendais tous les jours. HB, oui, c'est comme ça que tu le nommes. Oui. Ouais. Donc, ça faisait ce mélange-là. Alors, je l'ai vu souvent, puisque je suis à chaque... j'étais, puisque évidemment tout s'est arrêté avec le Covid, mais j'étais à chaque représentation, puisqu'il y avait un débat à la fin, et la musique continue alors à me prendre aux tripes. Alors, elle me prend... ah oui, elle me prend aux tripes, oui. Et j'étais à chaque représentation parce que on ne pouvait pas laisser les gens comme ça. Comme tu le disais tout à l'heure, cette pièce, les gens restent... D'abord, on n'entend pas un souffle. Les gens sont crispés. Et on ne peut pas laisser les gens comme ça. Ils ont besoin de parler. Donc, à chaque fois, à la fin de la représentation, il y a un petit... donc, j'étais là et je pouvais répondre aux questions qui étaient multiples. Les gens ne partaient pas. Hein. Ah ouais. Les gens partaient pas. Oui, je pense que ça touche beaucoup de monde, hein, la maltraitance, finalement,
le, oui. le, le, le trauma, Hum, le syndrome post-traumatique, comme oui. Hum. Marielle Salmona appelle ça. Mais en fait, ta pièce, en fait, Marie, elle est disponible en vidéo ou bien il faut Non, attendre? pour l'instant, elle n'est pas. Non. Si tu veux, si tu trouves un endroit où elle pourrait se jouer à Bruxelles, Joël envoie avant, il envoie une vidéo pour que Ah, quand même voilà, les personnes qui veulent d'accord, la présenter la voient. d'accord. Mais non, elle n'est pas diffusée parce que enfin, si ça s'arrête, si le théâtre, malheureusement, ben, à cause de ce virus, capitule, Ouais. oui, elle sera en vidéo. Oh, ce serait Elle est bien quand même. magnifique Parce que, aussi en ouais, vidéo, oui, hein. bah oui, Ouais, j'imagine, ouais, ouais, elle j'imagine. est magnifique en vidéo. Et, et surtout, ça fait quand même comprendre aux personnes qui la voient cette violence psychologique. On a du Hmm, mal à la cerner, on ne hmm, comprend hmm, pas. hmm. Combien de fois les gens m'ont dit, mais quand même, 14 ans, c'est pas possible. 14 ans sans téléviseur, sans sortir, sans journaux, sans radio, à travailler du matin au soir et même la nuit. Mais enfin, c'est pas possible, ça paraît Ouais, 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 invraisemblable. ouais. Mais c'est Et c'est vrai. un petit peu en fait comme les femmes ou même les hommes qui ont été victimes de viol ou d'inceste. Dans un premier temps, on leur dit, mais enfin, vous n'avez quand même pas pu vivre ça Ah autant de oui, temps sans avoir porté mm, plainte et les faits sont oui, prescrits. Et du coup, oui, ça paraît aussi aberrant, cette mm, incapacité de sortir oui, oui, d'un silence qui, quelque part, mm, te morfond jour après jour. Donc, on pourrait se dire, oui, les gens à un oui. moment donné vont réagir. Eh ben non, ils ne Maintenant, réagissent pas s'il n'y a pas mm, un élément déclencheur, c'est mm, souvent qui vient de l'extérieur, quoi. ouais, c'est terrible, hein. Ouais. C'est Et ça, je n'arrive pas vraiment à l'expliquer pourquoi je suis pas partie. Enfin, si j'arrive, je réussis à l'expliquer. En fait, par la manière dont mon cerveau s'est construit. Il y a que ça. Si j'avais eu une enfance normale, euh, certainement je serais pas restée aussi longtemps. Je me Mm. serais fait prendre, bien sûr, mais pas aussi longtemps. C'est la C'est peur comme tu dis, c'est le temps. Comment on peut ouais. rester si longtemps sans réagir? Il y a peut-être la peur de revivre l'abandon, justement. Tu ne penses pas, justement, par rapport à ton enfance, où tu dis que Oui, tu as été complètement abandonné, quelque part, tu es oui, pris en charge par quelqu'un qui dit t'aimer, et tu te dis, je vais quelque part tout détruire mm, en partant, et je vais me retrouver de nouveau seul, oui. face Il y à a ça aussi, moi-même, et bien sûr. et face à l'enfant. Donc, il y a quelque part un lien de Mm, réminiscence qui se met en oui. place. La peur de l'abandon, oui, c'est vrai que les femmes que je rencontre, et moi aussi, hein, puisque j'ai été abandonnée tellement souvent par ma mère, hein, déjà à la naissance, mais ensuite elle m'a abandonnée partout. Je me souviens, enfant, à être dans les rues, hein, toute seule, arrivée au commissariat, on me ramassait. C'est vrai que ça a joué dans le fait que j'avais peur qu'il m'abandonne, oui. De toute façon, pendant des années, il a été le sauveur. Mm. Il me sauvait de la situation dans laquelle il me mettait. Voilà. Jusque-là, ouais. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça, c'est ça. Et avec le C'est recul, ça. Marie, et les années qui ont passé depuis que tu es sortie justement de l'emprise, tu as l'impression que ce qu'on appelle le syndrome de post-traumatique, c'est quelque chose en fait qui, chez toi, s'amoindrit, ou bien il reste quand même toujours des réminiscences en fonction d'une musique justement, d'une odeur, Mm, d'une scène que tu as pu vivre et que tu mm, revivrais dans d'autres conditions, ou bien il y a vraiment un véritable nettoyage qui a pu se faire et une reprise en mm. main complète de ta vie. Non, non, il y a des choses qui restent, hein. Je veux plus d'hommes chez moi, par exemple. C'est impensable pour moi d'avoir un homme chez moi. J'ai plus de. Il y a des mots, il y a des odeurs, il y a Hmm. des. C'est plus par les sens, hein, que si je réfléchis, non. Si je n'ai absolument plus peur de lui, absolument plus peur de lui. Je pense que maintenant, c'est lui qui devrait avoir peur de moi. Je n'ai plus peur de lui, mais je sais pourtant qu'il peut organiser encore ma destruction, c'est possible. Rien pourra l'arrêter s'il l'a décidé. Mais j'en ai plus peur, du tout, du tout. Mais si, il y a toujours des choses qui, je pense, jusqu'à la fin, là. Hmm. Elles ne sont pas, elles ne sont pas aussi fréquentes,
Mais quand ça arrive, une musique où je sens, ça me stresse. Je suis, C'est ça. oui, oui. J'ai eu un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm pendant longtemps, hein. Mm, Pendant longtemps, j'ai regretté d'être partie. mm, Je me disais, t'aurais dû supporter. mm, T'aurais dû supporter, t'aurais encore ton jardin, surtout enfin, les premières années, hein, et si j'avais pas eu, c'est pour ça que les femmes retournent. Quand les femmes retournent, je comprends très bien, je sais très bien ce qu'elles éprouvent. mm, mm, Je sais très mm. bien. Moi, si je n'avais pas eu à l'époque le CIDFF, le groupe de parole, j'y suis quand même restée 2 ans et demi. Si je n'avais pas eu ça, je serais repartie, hein. Je n'avais qu'une envie, c'était de me jeter à ses pieds et lui demander pardon. Il fallait un vrai suivi pour justement Ah, il fallait un vrai quitter suivi. l'emprise, Oui, quoi. oui. Et un suivi quand même assez long, hein, 2 ans et demi, hein. Ouais. Et après, j'ai déménagé. Donc, quand je suis arrivée ici, donc j'ai changé de département. J'ai réorganisé ma vie, je travaillais, j'ai réécrit, j'ai repris même, il y avait écrit dans un jardin, mais j'ai repris des romans, j'ai réécrit des romans. En 7 ans, depuis 2013, j'ai écrit 6 livres, enfin 7 avec celui qui vient de sortir, hein. Donc, j'ai une vie d'écriture, etc. Je peux aussi mettre dans l'écriture tout ce qui me... bah, le mal Mm, absolu, voilà, le mm, mal mm, absolu. mm. Qui a pour moi, qui va jusqu'à Auschwitz, hein, puisque ma famille polonaise a péri dans les camps. Euh, ça a toujours alimenté, déjà même petite, quand on me traitait de sale polaque. À mon époque, on traitait, avec le nom que j'avais, Zimurski, donc on me traitait Mm. de sale polaque. Il y avait déjà ce mal, et puis le mal Auschwitz, hein, donc, et je me dis, mais on serait prêt à reproduire Auschwitz, mais ça reviendrait assez naturellement, parce qu'en fait, rien n'a changé dans ce qui est du mal Mm, absolu qu'on voit partout, des gens qui font du mal, mm. et aux animaux, aux enfants, enfin bon, voilà. Ça, je l'ai très profondément. Donc maintenant, en fait, mon histoire, elle se confond un peu avec tout ça. Ouais. Ça fait un gros... on ne peut pas avoir sur ses épaules tout le malheur du monde, mais Non, non, c'est sûr. Mais bon, voilà. c'est vrai qu'on voit bien évidemment que ça continue à imprégner ton Ah oui, écriture, ah oui, ton oui, oui. œuvre, Ça, oui, oui. ton compte Hum, Facebook, etc. Voilà, hum, 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 c'est une part évidemment, hum. une part de toi Oui. Ah oui, ça, qui je l'aurai existera. jusqu'à la fin. Oui. Ouais. Mais Tu sais, ce que j'aime beaucoup, Pardon. Marie, en fait, c'est que quelque part, tu as dû quelque part mettre tout en stand-by quand tu as rencontré cet homme-là au niveau de l'écriture. Et puis là, évidemment, en étant sorti de son emprise, finalement, tu reprends les choses, là, elles se sont arrêtées, quoi. Oui, Et oui, ça je les porte, reprends où elles sont arrêtées. Hum. voilà, et ça porte J'ai plus. perdu 15 ans d'écriture. Oui, Ça, j'ai perdu 15 ans d'écriture. oui. Ça ne me sera jamais rendu. Mais Mais tu j'ai fait rejoins des autre chose. personnes, voilà, tu as fait autre chose et tu rejoins autrement Ouais. les personnes avec ton propre vécu, je veux dire, je pense. Voilà, voilà. Et là, peut-être que tu pourrais nous parler en quelques mots justement de, mais je dirais de cette histoire que tu mets à disposition des autres pour venir justement en aide aux autres femmes qui ont connu ça. Hum, Parce que je pense qu'il n'y a rien de tel, évidemment, que d'être compris de l'intérieur par quelqu'un qui, par définition, a vécu la même expérience que oui, hum, oui. toi. Et ça me fait toujours du bien. D'ailleurs, beaucoup de personnes autour de moi, des amis IEES, hein, j'ai aussi des amis évidemment, mais qui comprennent mieux et qui me disent souvent, mais arrête avec ça, voilà, tu Mm, fais. Alors je dis, ben, je fais autre chose, j'écris des romans. Mais dans mes romans, il y a toujours le mal et il y a la faute originelle. La faute originelle. Voilà. Comme si moi aussi j'avais une faute originelle, voilà, marquée sur mon crâne. Et non, j'ai toujours besoin, en fait, de parler de cette histoire que j'ai vécue. mm, Quand j'en parle, je ne me force pas. mm. Ça me fait toujours du bien, quelque part, d'en parler. Voilà, je n'ai Ouais. pas fini d'en parler. Euh, je ne peux pas expliquer. Et quand on me dit arrête avec ça, j'ai dit non, parce que d'abord, j'ai l'impression que je vais aider quand même des personnes, des femmes,
qui vont comprendre. Quand même, il y a des femmes dans les salons du livre qui font jusqu'à une centaine de kilomètres, qui ont acheté mon livre, qui viennent me voir au salon du livre Oui. et qui me disent, vous m'avez sauvée. Mm. Elles ont lu le livre et pour elles, ça a été comme Un moi déclic. quand je suis arrivée au CIDFF. J'ai compris quelque chose. J'ai Mm. compris ce que je vivais. Et Mm. elles lisent le livre, mais elles disent, mais je vis la même chose. C'est Voilà. ça. Et le fait aussi que je m'en sois sortie. Donc Ouais. pour elles, Et c'est que, important. ouais, tout à Elles se fait. Mais disent, elle s'en est sortie, donc pourquoi pas moi? c'est Donc, ça. alors là, pour moi, c'est vraiment formidable parce que là, j'ai pas envie d'arrêter ça, non. J'ai pas Exactement. envie d'arrêter ça. Ouais. Rejoindre les personnes dans ce qu'elles ont de plus intime. Hum, Et de plus douloureux, quoi. Mais c'est vrai que oui, ton livre, Cri dans un jardin, évidemment, c'est pas du tout romancé. C'est un livre où tu as réussi justement à extraire la substantielle moi dont on parlait tout à hum, l'heure hum, hum. pour faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas vécu cette histoire puisse à un moment donné essayer quand même de se mettre à ta place et comprendre comment on peut rester sous emprise Ouais, hum, autant ouais, de temps. Quand tu hum. parlais de la faute originelle, en fait, ça me fait penser un petit peu au fait que cette faute originelle, c'est pas finalement cet éternel questionnement sur est-ce que j'ai le droit d'exister Oui, oui. puisque cette existence, on n'en a pas voulu on n'a pas voulu de moi, et donc éternellement, je suis avec cette faute originelle, je n'aurais pas dû être, je n'aurais pas dû naître, et donc je dois malgré tout, à partir de racines complètement, j'ai envie de dire, perverses, de nouveau, perverties, essayer de trouver mes propres racines faire quelque chose à partir de rien. Oui. J'ai pas tout entendu. Il y a eu des coupures. Je sais pas D'accord? s'il y en a là de ton côté. Non. Il y a eu non, il y a eu quelques coupures. Mais enfin bon, oui, la faute originelle. Moi, je n'aurais pas dû exister. Ma mère Hmm. ne me voulait pas. Hmm. Elle voulait me mettre au monde seule et me mettre dans une poubelle. Un Hmm. infanticide a été C'est ça. prévu. Hmm. Et le fait que j'ai... Alors, le pire, c'est qu'elle n'a jamais réussi, donc elle avait caché sa grossesse, mais elle n'a pas réussi à accoucher seule. C'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est-à-dire, ça arrive, hein, 24 heures de contraction, je l'ai su après, évidemment, en tant que sage-femme, et elle a appelé ses voisins. Finalement, on m'a emmenée dans une... Et je suis née sous X. Elle ne m'a pas voulu. Mais le pire, c'est que je suis née une demi-heure après à être arrivée. Donc, elle s'est dit, toujours en me voyant, elle se disait, mais ça tenait à pas grand-chose, quoi. Hmm. J'aurais pu la mettre dans cette Hmm. poubelle qu'elle avait déjà choisie, etc. Elle m'a même dit que c'était en novembre ce jour-là et je l'ai appelée à fendre et de toute façon, je n'aurais pas souffert longtemps. Et moi, c'est sûr, je n'aurais pas dû exister. Alors voilà, c'est dans ma tête depuis toujours. Après, quand je rencontre HB, c'est un peu la même chose. Voilà, mon existence, elle est entre ses mains et tout ce qu'il veut. Alors pourquoi fait-il ça? Ça aussi, Hmm. Ce c'est le mal. On ne peut pas ouais. l'expliquer, ça, c'est le mal. Ce besoin de détruire pour exister. Oui. Hmm. Mais ton histoire, en fait, tu la racontes très bien aussi dans un livre que j'ai lu, que j'avais aussi chroniqué à l'époque, Les orchidées volantes. Volante. C'est vrai que voilà, bon, c'est forcément un peu plus romancé, mais on retrouve évidemment ton histoire avec ces gouffres, le fait d'être complètement à l'écart de tout le monde et de se retrouver finalement dans un jardin et de s'y retrouver jusqu'à quand, qui va sauver qui et quoi, comment, quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est une vraie brique, hein, ce livre. Il est passionnant, mais c'est vrai qu'il m'a fait penser, figure-toi, et je te l'avais dit à l'époque, à David Vann, qui est aussi Ah oui. un écrivain qui se sert de la nature, de la révolte de la nature, Mm, des forces de la nature, quelque part presque du mal que la nature peut aussi nous faire. Bon, mm, mm, un tsunami, évidemment, qui mm, détruit mm. sur son passage, Oui. c'est pas rien, Mm, quoi. mm, Ça oui. tue. Mm, Et mm. tu as vraiment utilisé en fait ce style, hein. Cette nature est extrêmement prégnante et extrêmement Oui. Mm. révoltée, révoltante. Alors, tu sais que les orchidées volantes, je les ai écrites avant d'être enfermée. Ah, C'est un manuscrit. C'est le premier roman que j'ai écrit, en fait. J'avais d'accord. écrit de la poésie, des nouvelles et le premier roman. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté, il m'a fait arrêter de travailler, on était encore à Paris. Et donc pendant 3 ans, je ne travaillais plus, j'avais donc du temps et je m'étais obligée à écrire 5 heures par jour. J'ai écrit Les orchidées volantes, c'est-à-dire c'est vraiment très prémonitoire. C'est Hmm. prémonitoire. Moi-même, j'en suis pas revenue après.
quand j'ai eu du temps pour analyser tout ça. Mais quand j'étais au fond de mon jardin, là, j'aurais voulu qu'il y ait ce peintre-là qui me voit, que quelqu'un voit ce que je vivais, comme dans Mhm. les orchidées. Mhm. Mais je l'avais, mon héros existait déjà, mais je ne l'avais qu'en manuscrit. Que j'avais d'ailleurs proposé à l'époque chez Flammarion, juste avant d'être enfermée. Hein. Et c'est Françoise Verny qui avait mis son veto. Elle disait que c'était trop long. Et effectivement, c'était sûrement trop long et trop poétique aussi. Il y avait ces histoires de. Enfin, là, tu l'as lu, Ouais, je l'ai ouais. corrigé. Hein. Mais à l'époque, j'étais partie dans des délires de plantes et tout ça. Mais heureusement que j'ai caché le manuscrit dans la souche à la rivière. Je l'aurais plus. Et Mhm. donc, ce manuscrit donc, est devenu Les Orchidées volantes. Mais ce que tu dis avec la nature, là, je continue parce que le livre qui va paraître, c'est ça. C'est une forêt primaire avec un assassin qui marche dans cette forêt primaire et mon héroïne qui est comme une erreur de la nature. À Auschwitz, elle n'aurait pas duré longtemps. Mhm. Albinos, enfin bon, voilà. J'aime beaucoup ça, en fait. Et avec, ben, comme elle est directement dans la nature. Elle peut écouter les arbres. Ça, Mhm. j'adore ça. Et j'ai heureusement maintenant une éditrice qui comprend ça et qui, donc, voilà, je peux écrire ce que je veux, en fait. Mais je pense que tu as fait ton chemin, les personnes autour de toi commencent à comprendre aussi de quoi il s'agit, et quelque part, en parlant davantage, évidemment, c'est vrai que tu as des opportunités que tu n'aurais peut-être pas eu avant, parce que les éditeurs C'est vrai. sont mieux à même de comprendre en réalité Hum, maintenant absolument. ce qui se passe dans Hum, la tête des personnes oui. sous emprise. Hein. Et donc, Oui. c'est cet ouvrage, en fait, il y a déjà une date de parution prévue? Et il va apparaître, donc elle m'a dit, au plus tard en mai 2021. Donc D'accord. on corrige là parce que, heureusement, parce que, alors là, c'est José Guélil, donc des éditions Inuit. Elle fait vraiment un travail d'éditrice auprès de moi. C'est-à-dire que j'ai tendance dans ma forêt encore à partir dans des délires. Voilà, il en faut, mais pas trop. Il ne Non. faut pas épuiser le lecteur. Et puis, mon héroïne, elle me dit, écoutez, Mila, elle est déjà tellement barrée, n'en rajoutez pas. Voilà. Il faut que le lecteur puisse s'identifier au Mhm. personnage. Oui. Elle m'a fait ça pour les orchidées. Et ça fonctionne. Mais les orchidées, évidemment, ça ne se lit pas comme Cri dans un jardin, parce que c'est de la littérature. Bon. Mais moi, c'est ce que j'aime. Hein, voilà, Oui. c'est Oui. ce que j'aime faire. Hein, je ne peux pas faire des romans autrement. Donc, il paraîtra, bah, espérons, hein, espérons. Mais là, donc, elle a corrigé. Je suis dans les corrections. Ouais. Et bon, il se peut qu'après, je réécrive. J'ai une idée de réécrire Cri dans un jardin. Le livre tel qu'il est restera, hein, mais de réécrire Cri dans un jardin et en mettant, bon, en mettant des chapitres par rapport à l'enfance. Mhm. C'est-à-dire que le lecteur, sans analyser rien que des faits, hein, comme dans Cri dans un jardin, euh, que le lecteur puisse se rendre compte de l'impact que peut avoir l'enfance par rapport à ce qu'on peut supporter ensuite. Voilà, Mhm. dans la Ça, durée. c'est capital. Un autre livre, Mhm. puisque un film devait se faire par Joël Lefrançois, metteur en scène, commandité par le département d'ailleurs, où je devais raconter cette violence que j'ai vécue et raconter mon enfance en même temps. Et ça aurait été un film qui aurait duré un peu plus d'une heure et qui aurait pu être visionné dans les associations, etc., pour que Mhm. on Mhm. comprenne pourquoi il y a des femmes qui partent et d'autres pas. Voilà. Pourquoi il y en Ouais. a qui s'échappent et d'autres pas. Mhm. Il y a une raison à ça. Oui. C'est l'enfance, il n'y a rien à faire. Oui, oui, mais La façon dont on se construit, oui. on accepte énormément de choses quand on a été, même de violences physiques, hein, quand on a été battu dans son enfance, Mhm. au point de vue sexuel, quand on a été abusé dans son enfance. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, j'ai envie de réécrire. Donc, je garderai le grand thème et puis des choses aussi que je n'ai pas dites dans Cri dans un jardin, parce que des choses occultées quelquefois ou que j'avais honte de dire. Ça Maintenant, prend je du sens que temps. je pourrais les dire.
c'est Oui, ça. je pourrais les dire maintenant. Maintenant, en fait, je crains plus rien parce que, bon, il y a l'âge, il y a tout, quoi. J'ai plus peur de grand-chose, en fait, maintenant. Puis tu regardais les choses en face petit à petit aussi. Donc, à un moment Oui, donné, oui, oui, c'est oui, sur la table, quoi. oui. Puis de savoir les écrire aussi, tu vois. Ah oui, 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 Parce oui, c'est que, très, voilà, très savoir dur. les écrire. Écrire sur mon enfant, j'en suis comme ça. Commencer un livre en racontant mon enfant, j'en suis totalement incapable. Totalement incapable. Ça tomberait dans le misérabilisme Hmm. absolu. J'en suis incapable. Par contre, des scènes ou des choses de mon enfance dans un livre où on raconte une violence conjugale, ça, je crois que je peux le faire. Hmm, hmm. Donc, c'est ce que je vais faire ensuite. Ça. Euh, Écoute, plein de beaux projets en perspective. C'est chouette, en tout Oui, cas. oui, Et puis, oui. c'est chouette aussi d'avoir eu l'occasion d'échanger avec toi parce que j'avais vraiment envie de te rencontrer et j'avais vraiment envie Ah oui, ça que fait les longtemps. auditeurs et que les auditeurs puissent aussi te rencontrer parce que je trouve que tu es une Mm. belle personne et que tu as une histoire qui touche certainement beaucoup de femmes et que c'est important d'en parler. Tu as l'impression, Marie, d'avoir eu l'occasion de dire ce que tu avais à nous partager ou tu souhaitais encore l'un ou Ah l'autre non, mot? non, non, là j'ai eu Ouais. l'impression d'avoir toute liberté, même de pouvoir parler des livres, etc. C'est vrai que j'ai toujours envie, en plus en ce moment où on n'a plus tellement de paroles parce qu'il n'y a plus de salon du livre, il n'y a plus de conférences, il n'y a plus rien. Je vois plus les lecteurs, donc ça me fait très plaisir, Voilà. très 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 plaisir de pouvoir. Voilà, je suis très contente d'avoir pu, puis de se rencontrer comme ça. Ben oui, 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 moi Euh, aussi je suis très Peut-être content. qu'un jour j'irai à Bruxelles, je sais pas. Voilà, ben voilà, on s'invitera l'un ou l'autre, mais c'est vrai que On s'invitera, oui, on voilà. Merci en s'invitera. tout cas pour cet échange, Marie, et de toute Merci. façon, on va poursuivre sur Facebook entre-temps, hein. Oui, d'accord. Merci Merci à toi, Pascal. à bientôt, Merci beaucoup. à bientôt.